Ok, alors donc, retournons maintenant dans la nuit du 5 juin 1944. Oui. Donc, la nuit, donc, dans votre mémoire, quand est-ce qu'elle a commencé, cette nuit? Dès 9 heures le soir, hein, on a commencé à entendre des vols d'avions en quantité, hein, et des poursuites d'avions également, hein, donc des combats aériens quoi en fait. Hein. Et ensuite, à partir de minuit, je crois à peu près, les canons de marine, qui étaient à 40 km d'ici, ont commencé à se faire entendre à Saint-Lô. Il faut dire que quelques jours auparavant, la Radio Londres avait diffusé les fameux vers de Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne, selon la première partie de la strophe, hein, qui indiquait qu'il fallait se préparer à un débarquement. Ensuite, le 5 juin au soir, hein, veille du 6 juin, dans la nuit du 5 au 6, la deuxième partie avait été diffusée, savoir blesse mon cœur d'une langueur monotone, c'est ce qui indiquait l'imminence du débarquement, hein, qui avait été, il faut le rappeler, plusieurs fois repoussé à cause des conditions météorologiques. Oui, mais personne ne savait que le débarquement aura lieu en Normandie à ce moment-là. Bien sûr, on sait que les Allemands s'attendaient plutôt à un débarquement dans le Pas-de-Calais. La raison pour laquelle Hitler avait cantonné ses réserves plutôt dans cette région-là. Bien, mais pour vous, en tant qu'habitant de Saint-Lô, je ne le savais pas. Ni votre père a douté que le débarquement aura lieu. Absolument pas. Donc, comment vous avez pu interpréter cette phrase de Verlaine? On n'a rien interprété du tout. Nous, c'était seulement les initiés. On l'a su après que cette phrase avait été passée, mais au milieu des dizaines et des dizaines de messages personnels qui étaient diffusés sur Radio Londres à cette époque-là tous les soirs. Évidemment, on n'en interprétait aucun. Donc, il a fallu faire partie de la résistance et connaître les codes pour le savoir. Mais on a su après que la première strophe signifiait l'imminence du débarquement dans les jours qui venaient, et le second, l'immédiateté, quoi. Donc, votre père, comment il a réagi quand il a entendu les premiers coups Toute la nuit, on a entendu ce vœu, on ne sait pas ce que c'était, hein, faut bien le dire. C'est seulement le matin qu'il y a eu des informations de droite et de gauche par des gens qui avaient sans doute téléphoné à des Saint-Lois, hein, des gens qui habitaient dans les zones directement concernées. Hein. On pense que c'est comme ça que la nouvelle s'est diffusée, on a su que c'était le débarquement, dès le matin. Alors, à quel moment dans la matinée vous avez réalisé l'ampleur de la... C'est bien loin. Je vous rappelle que ça fait quand même plus de 70 ans. Mais bon, autant que je me souvienne, dès le début de la journée, on savait. Ouais. Enfin, comme toujours dans ce genre de situation, il y a des bruits qui courent, il y a des gens qui passaient, et puis il y a eu une première attaque sur la gare de Saint-Lô, là, qui, je me souviens, a fait dégringoler les pots de confiture que ma mère entassait sur une étagère dans le haut de la cuisine. Pots de confiture et pots de rillettes d'ailleurs. Hein. Et là, évidemment, on s'est tassé un peu, hein, on a attendu que ça se passe. Ça n'a pas duré, hein, c'était simplement une incursion très très rapide. Et les choses sérieuses ont commencé le soir à 8h, à 20h. Quand vous étiez enfant, quel pot cassé vous regrettiez le plus? La confiture ou la rillette? Stop. Ça, je vais couper parce qu'elle a bien. Oh, ok, allons-y. Oui, je ne me préoccupais pas trop de la nourriture parce qu'en fait, j'avais manqué de rien. Il faut être clair, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ceux qui ont souffert des restrictions, ce sont les habitants des grandes villes. Mais nous,
la campagne ou quasi-campagne, les petites villes et la campagne, on n'a pas souffert. Vous avez des souvenirs de l'état de votre père? Il était dans une inquiétude. Comment il a réagi en tant que chef de famille? Pour le moment, il a fait le gros dos toute la journée. Et c'est seulement le soir qu'il a réagi à 18h, en voyant un petit peu comment la situation évoluait, en nous invitant à partir directement pour ce fameux jardin dont on a déjà parlé. Alors, vous pouvez raconter un peu comment cette fuite s'est organisée chez vous? Comment... Très simplement, on a pris on a mis Yannick dans sa voiture d'enfant, on a pris nos vélos, on est parti, on l'a accompagné à pied bien sûr, avec dans le vélo à la main, avec quelques provisions, pensant que c'était un mauvais moment à passer, mais on n'imaginait pas que ça allait se détruire le soir, c'est sûr. Vous êtes arrivé à quelle heure dans la grange? Vers 18h. Et là, vous étiez à vers 18h, on n'était pas encore dans la grange à ce moment-là, parce que vers 18h, c'est notre arrivée au jardin. On s'est installé dans la maison, et puis là, les gens ont commencé à affluer de partout, c'était devenu quasiment un exode. La ville s'est quasiment vidée, et à tel point qu'on n'a pas eu assez de place pour recueillir tout le monde. Il y avait combien d'habitants à cette époque-là à Saint-Lô? Très exactement 11 814. Comment ça se fait que vous connaissez ces chiffres? C'est un chiffre qui restait fixé. Comme la plaque d'immatriculation de la voiture de mon père à l'époque, 892 KF4, il y a des choses qui se fixent dans le mémoire comme ça. Vous avez parlé qu'il y a beaucoup de vos camarades de classe qui ont perdu ça, je le suis longtemps après. Oui, évidemment. Mais donc tout le monde n'a pas quitté la ville? Non, bien sûr, tout le monde n'a pas quitté la ville. Il y en a beaucoup qui l'ont quitté après le bombardement de 8 heures, en plus. Mais au bombardement de 8 heures, il y avait... Les gens ont afflué toute la nuit, en fait, continuaient à affluer toute la nuit. On ne l'a su qu'après, bien sûr, puisque nous, on était réfugiés dans cette grange, où on avait installé des matelas partout. Et votre père? On disait dès notre père, et chez vous, ça dit pareil. Et votre père, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Donc, une fois que vous étiez installé, il a cru que vous étiez plus ou moins en sécurité dans les circonstances? Lui, comme je l'ai déjà dit, il est resté à Saint-Lô pour exercer ses fonctions de sous-chef d'îlot de la défense passive, c'est-à-dire qu'il était responsable d'un pavé d'immeuble, où il devait faire rentrer les gens dans les abris, etc. Donc il n'est pas allé avec vous? Il n'est pas parti avec nous, non. Il est arrivé à 4h du matin, ça je me souviens bien. Il est arrivé à 4h du matin, il s'est vêtements brûlés, mais pas blessé. Est-ce que vous étiez très inquiet dans l'absence? Évidemment, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, inquiet parce qu'il n'était pas là, mais en même temps, on n'était pas conscient que tout ce bruit qu'on entendait, ça venait de Saint-Lô. On n'en savait rien, en fait. C'était un bruit assourdissant, la terre qui tremblait, et impossible de situer d'où ça pouvait venir. Vous avez écouté la radio? On n'avait pas de radio. D'abord, de toute manière, vous saviez que depuis près de 6 mois, on n'avait plus de radio parce que les autorités allemandes, sous peine de mort, avaient exigé que tous les possesseurs de postes de radio le déposent à la mairie. D'accord. Vous avez parlé de cette fameuse 8 qui s'est écrit sur le ciel. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus? C'est un avion qui, dans le ciel bleu de cette journée, le beau ciel bleu de cette journée-là, a décrit un 8 avec une traînée de fumée. Vous vous en souvenez? Qu'est-ce que c'est comme type d'avion? C'est un Spitfire, un Thunderbird? Difficile à dire. Très difficile à dire. Non, je ne sais bien pas trop. Franchement, l'avion, quoi. Vous avez parlé des combats... Assez haut dans le ciel. Okay. Vous avez parlé des combats aériens qui se sont déroulés sur le ciel, que vous avez en tant qu'enfant observé avec une sorte de divertissement. Bien sûr, c'est pas seulement la nuit du 5 au 6, c'est pendant les 3 semaines où on est resté à Sainte-Croix-de-Saint-Lô, au jardin, il y avait très très souvent des combats d'avions. Et nous, les jeunes
de mon âge et même les plus jeunes, quelquefois, ou même les plus jeunes, disons les enfants entre 10 et 15 ans, sortaient pour regarder ça, parce que c'était un spectacle. Hein. C'était quand même extraordinaire. Hein. Mais les parents ne laissaient pas rentrer très rapidement en criant « rentrez les gosses, rentrez les gosses ». Ouais. Ça, je me rappelle, ça m'a frappé, ça, le mot « rentrer les gosses ». C'est une expression qui revenait tous les jours pratiquement au moment où il y avait du bruit, quoi. Quand les tirs de barrage commençaient, tous les soirs, au bout d'une vingtaine de jours. Quoi. Il y avait des tracts qui étaient... Ça, c'était avant ça. C'était avant je ne saurais pas dire combien de temps avant, mais disons entre 3 mois et 8 jours avant le débarquement, les tracts nous invitaient à quitter la ville. Quoi. Donc les tracts, ils sont tombés le 6 juin? Ah non. Enfin, peut-être que certains sont tombés le 6 juin, j'ai plus de souvenirs, mais je me vois encore dans la cour, derrière la maison, ramasser certains de ces tracts-là, ce qui était puni, je ne sais pas si c'était de mort ou quoi, par les autorités allemandes, mais enfin, puni très sévèrement. On pouvait être ramassé comme otage et fusillé si un officier allemand entre-temps se faisait descendre dans la rue, quoi, par exemple. C'était des temps très troublés, hein, quand même. Vous avez parlé que dans la nuit du 6 au 7 juin, il y a encore à minuit un bruit énorme. C'est à minuit, oui. Le bombardement de minuit, oui. Donc ça, c'était le bombardement principal sur la ville de Saint-Lô? C'est le bombardement principal. Pour quel motif les Alliés ont bombardé Saint-Lô? On a dit après que parce que Saint-Lô était un nœud de communication, en fait, vraisemblablement pour empêcher les Allemands de ramener des renforts sur le front. Quoi. Enfin, sur la tête de pont, c'était pas encore le front. Bien sûr. Alors, donc maintenant, on est le matin du 6 au 7 juin. Ouais. Votre père est rentré à 4 heures, ouais. etc. Ouais. Et puis vous avez parlé d'un flot de gens qui ont commencé à quitter la ville de Saint-Lô, qui était détruite. Vous avez des souvenirs de cette... Oui, les gens sont arrivés sans interruption, mais nous, on n'avait plus de place. Hein. Alors, donc, il y avait plein de petits chemins creux aux environs, des chemins creux avec des noisetiers qui couvraient complètement le chemin, très encaissés. Et les gens étaient là, ils ont campé, quoi, à la belle étoile. Mais vous avez parlé d'une grande solidarité qui s'est installée entre les réfugiés qui étaient déjà sur place. Il y avait des lieux de réunion où il y avait toujours qui s'autoproclament plus ou moins. Enfin, d'abord, il y avait les autorités de la mairie, quoi, hein, et qui déléguaient des conseillers municipaux ou des choses comme ça. Partout où on est passé, c'était comme ça. Hein. Les édiles locaux s'autoproclamer gestionnaire de la population qui arrivait là en tant que réfugié, quoi. Okay. Donc, vous parlez des dirigeants autoproclamés, décident vers le 10 juin d'organiser une expédition sur Saint-Lô. Voilà. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Les dirigeants autoproclamés, c'est les gens dont je parlais tout à l'heure. C'était ceux qui avaient une quelconque responsabilité en tant qu'élus, même élus au plus bas niveau, quoi, hein, le conseil municipal. Et essentiellement, ces gens-là qui s'autoproclamaient effectivement responsables de l'organisation de toute cette nouvelle vie, quoi. Et c'est eux qui, effectivement, ont décidé, au bout de quelques jours, d'essayer de trouver du ravitaillement, parce que, bon, il faut dire qu'il fallait nourrir toute cette population, quoi. Il y en avait qui avaient des réserves, bien sûr. Hein. Les gens n'étaient pas partis sans rien, mais au bout de quelques jours, ça commençait quand même. En fait, on a commencé à avoir vraiment de la viande au bout d'une huitaine de jours, quand les obus ont tué des animaux des fermes environnantes dans les champs, et que les bouchers
ont été chargés de les dépecer et puis de distribuer la viande à la population. Pourquoi vous avez dépecé la viande? Non, ok. Je vais couper ça. Vous avez parlé d'un curé de l'église Sainte-Croix et Sainte-Loire qui a l'idée d'organiser... oui, au bout d'une quinzaine de jours. C'était la date prévue de la communion solennelle à Sainte-Croix de Saint-Lô. Pardon, à l'église Sainte-Croix de Saint-Lô, parce que ne pas confondre, le jardin était sur la commune de Sainte-Croix de Saint-Lô et il y avait une paroisse Sainte-Croix à Saint-Lô. Donc le curé de Sainte-Croix de Saint-Lô, de l'église, de la paroisse, a voulu maintenir la date qui était préalablement fixée pour la communion solennelle. Il a trouvé à un endroit une grange dans une ferme, et ils ont décoré ça avec des draps, et puis des fleurs, etc., etc. Et puis il a fixé une date où devait avoir lieu cette réunion, cette cérémonie plus exactement. Et ce jour-là, donc, les gens, comme je l'ai déjà dit, se sont fait complètement tuer par des obus fusants qui explosaient en l'air, c'est-à-dire qui balançaient des éclats, des shrapnels partout, quoi. C'était quelque chose d'épouvantable, c'était une boucherie. Je ne sais pas combien de gens ont été tués, mais il y en a eu beaucoup. Donc Dieu s'est trompé. Mais il y en a eu ailleurs, absolument. Et il y en a eu d'ailleurs dans les chemins creux aussi, des obus qui explosaient au-dessus des chemins où les gens étaient terrés, littéralement. Donc, vous avez parlé qu'il y a une énorme quantité de viande qui était à votre disposition. Oui. Bien sûr, il y a eu beaucoup de bêtes qui étaient tuées. Pas énorme, mais enfin suffisamment pour vivre, sans avoir faim, quoi. Alors, vous pouvez dire 2-3 mots sur la fin juin, quand vous avez fait des rencontres avec l'armée allemande? Oui, ça n'a pas duré longtemps. On ne les avait pas vus du tout jusqu'au 30 juin. Et le 30 juin, ils sont arrivés. Et ils nous ont assez brutalement virés de la maison en disant de partir. Voilà. Vous connaissez? Oui. Vous avez évoqué qu'ils ont dit weg, weg, schnell, schnell, los, verflucht. Oui. Donc c'est une belle langue quand même. Absolument. La langue pour donner les ordres. D'accord. Alors, donc, les soldats allemands sont arrivés. Oui. Vous pouvez dire le 30... Ils nous ont virés sans délicatesse. Et on est parti, on n'a pas le choix. Ça s'est égayé un petit peu partout, quoi. Nous, on a suivi un groupe qui partait vers Coutances. On nous disait que dans la région de Coutances, il y avait moins de... encore que Coutances a été bombardée de la même façon. Mais disons qu'on n'était pas informé exactement de l'étendue des dégâts. Il fallait bien partir d'un côté. Donc on est parti dans cette direction-là, et j'ai déjà raconté ça, je crois. Oui, bien sûr. L'étape à Donjon, l'étape à Courcy, et puis l'arrivée à la Noville. Oui, ça c'est une partie qu'on a bien couverte. Il me manquait donc ce petit passage que nous avons maintenant rempli. Il y a... donc on connaît bien l'histoire quand vous étiez parti. Également comme votre invitation en Suisse. Vous parlez des mois conviviaux que vous avez en communauté, etc. Oui. Etc. Donc ça des jouets avec des obus, tout ça, on a avec votre père qui a trouvé du travail au service du transport routier à Coutances. Et puis après votre formation, et puis ensuite la vie passée, en fait, il a pris son chemin, non? Vous avez fait des études, vous étiez brillant à l'école, vous avez poursuivi. J'aime bien que vous parlez un peu de Général de Gaulle. À quel moment vous êtes intéressé à la politique et quel était quand est-ce que vous
vous avez pris la première fois conscience de l'importance de la République française après la formation du général de Gaulle et etc. Et puis la guerre d'Algérie. Évidemment, on a couvert aussi les services militaires. Donc en fait, on est maintenant au moment quand vous avez commencé vos études et puis quand il y avait des événements de mai 68. En fait, il faut dire aussi quand j'ai terminé mes études. En fait, j'ai passé les différents grades de l'expertise comptable. Il y a 3 examens à passer. Il y a 3 ans de stage à faire. J'ai commencé mon stage en décembre 56. Et je l'ai donc terminé en 59. J'ai eu deux maîtres de stage différents, mais qui étaient plus ou moins des maîtres de stage bidons, parce qu'en fait, le premier, j'exerçais un travail de cadre chez lui, et le second, c'était un quasi... quand je me suis séparé donc, de ce premier employeur, où j'ai commencé mon stage, il fallait absolument que je le finisse, j'avais encore un an à faire. C'était en 58, ça, en juin 58, où j'ai acheté le cabinet de Fougère. Il fallait que je termine mon stage, donc j'ai eu un maître de stage de complaisance pour terminer ma dernière année de stage. Et finalement, j'ai eu mon diplôme d'expert comptable en 1961, date de la naissance de notre épouse, n'est-ce pas? Dont l'annonce a en fait permis à Hervé d'être au monde maintenant. En fait, il le sait d'ailleurs. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Après, j'ai exercé mon activité et on était en pleine période de croissance. C'était les fameuses 30 glorieuses. Et beaucoup travaillé, inutile de le dire. Et un petit peu au détriment de la vie de famille, ce qui évidemment ne se récupère jamais. Enfin, bon, c'était ma façon de voir les choses à l'époque. Je voulais vraiment monter une boîte qui tienne la route. Ce n'est plus votre vision aujourd'hui? Ça ne sera plus votre vision aujourd'hui? Ça serait toujours ma vision aujourd'hui, je pense. Oui. Mais bon, maintenant, évidemment, les choses ont changé. Je n'ai plus l'avenir devant moi comme à l'époque. Mais c'était assez porteur, puis c'était assez excitant quoi, de monter une boîte, de voir qu'il y a de nouveaux clients qui arrivent, d'avoir un bureau où on peut mettre 3 personnes, puis 5, et puis 15, et puis 40, et puis maintenant 400. Voilà, c'est toute une évolution. Bien sûr. J'ai rien à regretter de ce côté-là. Je pense avoir réussi professionnellement ma vie. Mais parlons un peu des années 60, donc disons que 65, 66, quand il y avait des mouvements politiques très importants en France. Et comment vous avez vécu ça? C'était un petit peu avant ça, parce que dès 1961, dès 1959, quand j'ai repris le cabinet de Granville, puisque j'étais parti pour acheter un cabinet à Fougères, puis j'ai revu. Donc c'est très compliqué comme histoire. Enfin bref, j'ai revendu Fougères pour reprendre Granville finalement. Puisque mon employeur de l'époque, qui était aussi mon maître de stage, quand je lui ai annoncé que je voulais le quitter, je ne savais plus comment faire, puisque c'était moi qui dirigeais le cabinet, et qui avait la clientèle en main. Ça faisait 2 ans que j'étais là. Et il m'a proposé évidemment des ponts d'or que j'ai refusé, parce que je connaissais trop l'engin. Je savais que à la fin, dès qu'il aurait pu mettre quelqu'un avec moi pour essayer de prendre un petit peu la main dessus, ça serait mal terminé. Donc j'ai refusé, et à bout d'arguments, à la fin, il m'a proposé d'acheter le cabinet. Et j'avais déjà celui de Fougères sur le dos. Alors il fallait que j'achète les deux, ce que j'ai donc décidé de faire avec l'aide de mes beaux-parents, dont je dois les remercier, parce que sans quoi je n'aurais pas pu faire face financièrement. L'aide de mes beaux-parents, puis l'aide aussi de certaines personnes à qui je dois une certaine reconnaissance, un banquier d'une part,
et un notaire d'autre part, un notaire qui est encore vivant d'ailleurs, qui a 90 ans maintenant, et à qui je rends des services en reconnaissance de cette époque. C'est avec qui qu'on a signé le contrat Non, c'était Vigneron. Vigneron. Ouais, Gérard Vigneron. Mais je me souviens que nous avons fait un acte ou deux avec lui. Ah oui, je pense que c'était mon notaire. Pourtant, il est en retraite, il est pas à l'article de la mort, mais enfin, il est dans un fauteuil roulant, il a la maladie de Parkinson, il a des os qui cassent, enfin bon, bref, il n'est pas en bon état. D'accord. Mais je lui reste reconnaissant de m'avoir fait confiance à l'époque. Et grâce à ces gens-là, j'ai pu acheter le deuxième cabinet, et ça m'a laissé 1 an pour me dépatouiller et réussir à recaser l'autre. Voilà. Mais revenons sur le contexte des années 60, quand la situation de Gaulle était très difficile en France. Comment vous avez ressenti cette époque Les 60, c'était. Alors, il y avait 2 choses. Il y avait l'horizon qui s'assombrissait avec la guerre d'Algérie. Et moi, je ne savais toujours pas à ce moment-là, j'avais un handicap, c'est que j'étais très très limite sur le risque d'être rappelé et de repartir crapahuter dans les Djebel là-bas, ou peut-être dans une station météorologique, je pense que c'était dans une station météorologique. Mais bon, c'était quand même risqué. Et j'ai dû à l'époque accepter d'avoir avec moi des gens qui n'étaient pas diplômés, découvrir avec mon diplôme, avec comme contrepartie que si j'étais amené à partir, eh bien, ils assureraient le suivi de la... Donc ça a duré quelques années. Après, quand il y a eu les accords d'Évian, tout ça, ça a été terminé, bien sûr. Et j'ai eu la chance de ne pas partir, puisque, comme je l'ai déjà dit, je prends, n'ayant fait ni les EOR, ni le peloton des élèves sous-officiers, je n'étais que première classe. Et seuls les sous-officiers de ma classe sont repartis. Mais selon vous, c'est la guerre d'Algérie qui a amené la jeunesse de se révolter dans les années 60 La guerre d'Algérie était terminée. Ouais. Moi, je ne pense pas que ça soit la guerre. Alors la révolte venait de quoi? Ça venait d'où cette révolte qui ont mené vers les mai 68? Alors, je crois que les accords de Grenelle l'ont montré après. Je crois que la révolte venait surtout du fait qu'il y avait une bonne frange de la population qui estimait que la part qui leur était réservée sur la richesse nationale n'était pas suffisante, Et c'est probablement en partie vrai, puisque les fameux accords de Grenelle que Pompidou a négociés après mai 68 ont consacré une augmentation de 30% du coton, je me souviens, ce qui était énorme quand même. Évidemment au prix d'une certaine inflation après. Parce que là, il faut dire que quand même pendant jusqu'aux années, jusqu'à Mitterrand compris, on a vécu une période d'inflation, enfin jusqu'à ce qu'on entre dans l'euro en fait. On a vécu vraiment une période d'inflation quelquefois galopante. Je me souviens que du temps de Raymond Barre, à la fin des années 70, dans les années 78-79, Raymond Barre étant président du Conseil à l'époque, c'était déjà Premier ministre, c'était la 5e République, c'était 15%. 15% par an. 15% Mais qu'est-ce qui l'a amené moi, ça m'a permis de rembourser des emprunts, de constituer un patrimoine immobilier en remboursant avec la monnaie de singe. De la monnaie de singe. C'était facile. Qu'est-ce qui l'a amené Michel Désert, conservateur, chef d'entreprise, de manifester? Vous voulez parler du 31 mai 68 ? Oui. C'est une réaction. Une réaction comme disait le général de Gaulle, à la chien-lit, au foutoir,
au désordre épouvantable de l'époque. Oui. Oui, effectivement, il fallait réagir. Et pour la première fois, j'ai été défilé effectivement à Saint-Lô avec. On était pas nombreux. Ça s'est surtout concentré sur les Champs-Élysées à Paris. Vous savez, il y avait plus d'1 million de personnes quand même. Mais à Saint-Lô, je voyais j'ai un souvenir, on a défilé devant les employés du centre des impôts, hein, qu'on connaissait bien, puisqu'on avait des rapports professionnels avec eux, hein, qui se marraient. Il y en avait un inspecteur des impôts qui fumait sa pipe, je le voyais derrière, qui se marrait en nous voyant défiler. C'était assez bon enfant finalement. Il n'y avait pas d'histoire comme avec les Gilets jaunes, hein, où on attaquait les gens. C'était marrant. Mais... D'accord. Non, c'est une réaction. Et on la voyait enfler cette réaction, parce que bon, ça, un mot de désordre, ça va quoi. Hein. Puis De Gaulle a bien repris le truc quand il est revenu de Baden, je crois. Hein, il avait vu Massu, hein, il a fait son discours, et là, il était absolument catégorique, il s'est rencontré tout ça, puis derrière, il y a eu de nouvelles élections avec une chambre introuvable. Tout le monde était RPR à l'époque. Les communistes étaient réduits en peau de chagrin, les socialistes aussi. Hein. Il a fallu attendre Mitterrand pour retrouver la gauche. Alors, comment vous avez vécu le départ du général de Gaulle? Le départ du général de Gaulle, sa démission, c'était beaucoup plus tard, ça. Hein. C'était dans les années 72, autant je me souviens. Général de Gaulle, il était vieillissant d'abord à ce moment-là. Il était vieillissant et puis il a, à mon avis, misé. Il a démissionné à la suite d'un référendum qu'il n'a pas gagné. Un référendum sur je ne sais plus quel sujet qui était pour moi assez secondaire, hein, finalement. Hein. Je ne me souviens plus ce que c'était. Et il avait prévenu d'ailleurs qu'il démissionnerait si tout son poids dans la balance. Et il a perdu le référendum, donc il a immédiatement donné suite à cette décision, quoi. Non, le général de Gaulle n'était plus ce qu'il était, hein, auparavant. Général de Gaulle, en 1945, on peut dire qu'il a quand même sauvé la France du communisme, hein, c'est clair. Il a désarmé la résistance. Quoi? La première chose qu'il a fait, c'est désarmer la résistance. Ça dépend de quelle résistance, parce qu'il y a plusieurs résistances. Hein. Il y avait la résistance de l'obédience communiste, et puis il y avait la résistance plus à droite, quoi, hein, ça existait aussi. Qui s'est organisé avec des gens comme Chaban-Delmas, par exemple, qui était quand même général à 28 ans. Et les années Pompidou, qu'est-ce que vous avez comme souvenir? Pompidou, c'était beaucoup plus tard. Hein. Il a succédé au général de Gaulle. Pardon? C'est pas lui qui a succédé au général de Gaulle? Absolument. Il a été réélu, il a été élu président de la République, mais il n'a pas terminé son mandat. Il était malade. Hein. Bon, c'était un bon Ramina Grobis. Non, mais pour vous, qui savait. En tant que chef d'entreprise. Oui, moi j'ai voté pour lui, hein, bien sûr. J'ai toujours voté à droite. Hein. Il n'y a pas de problème. Même en 81, quand Mitterrand s'est présenté. Pourtant, j'étais pas Giscard. Parce que Giscard, je trouvais un petit peu pédant. Mais entre deux mots, il faut toujours savoir choisir le mot. Hein. Mais Raymond Barre, c'était à l'époque de Giscard, non? Tout à fait. C'était dans les années 78-79, par là. Qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque quand Raymond Barre a décidé de, je me souviens, de geler des prix de la baguette
Et des choses comme ça. Pas seulement les prix de la baguette, mais les honoraires des experts comptables aussi. Également, oui. Donc j'ai des prix administrés, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Pas beaucoup de bien, bien sûr, hein, mais bon, à cette époque-là, on avait une inflation qui dépassait les 15%. Mais vous trouvez ça pas étonnant de moi, ça ne me gênait pas trop l'inflation, parce qu'on pouvait augmenter les honoraires assez facilement, les gens trouvaient ça tout à fait naturel, et moi j'avais des emprunts qui à l'époque se remboursaient beaucoup plus facilement avec une inflation importante. Mais j'étais quand même gêné administrativement parce que je me souviens qu'il fallait faire très très attention aux notes d'honoraires qu'on envoyait. Il fallait trouver des solutions, des missions nouvelles ou des choses comme ça pour justifier des augmentations. Hein. Voilà. Hein. C'est là qu'on a commencé à avoir des difficultés. Autrement, on envoyait une facture, on mettait honoraire telle année, paf, terminé. Hein. Depuis, il a fallu beaucoup plus regarder ce qu'on faisait. La difficulté dans laquelle la France se trouve actuellement, cette difficulté, c'est quoi la racine de cette difficulté? C'était à l'époque de Giscard, c'était à l'époque de Mitterrand, c'est à quel moment que la société commençait à devenir Tout a commencé en 1972 avec le premier choc pétrolier. C'est toujours le carburant qui nous affichait dedans, quoi. Le premier choc pétrolier, ça a un petit peu dégradé. C'était, à mon avis, la fin des fameuses 30 glorieuses, quoi. On dit les 30 glorieuses, mais en fait, elles sont arrêtées en 72. Bon. Après, ça a encore été. C'est encore possible de gagner de l'argent quand on avait une boutique qui tenait la route. Hein. Mais c'est vrai que c'est là, ça a marqué un coup d'arrêt, indiscutablement. Alors après, il y a eu 10 ans plus tard, il y a eu les années Mitterrand avec le programme commun de gouvernement avec les communistes, hein, le petit livre rouge. Et 2 ans après, il est obligé de changer son fusil d'épaule, hein, drastiquement. Malheureusement, ses héritiers, et en particulier Martine Aubry, qui nous a collé les 35 heures, ont contribué à afficher l'économie française par terre, ça c'est clair. Mais en insufflant aux gens le non-respect du travail. Quoi. Mais les fainéantise. Ils sont tous. Non, il y a encore un qui est encore vivant. Ok, c'est pas grave, on a encore un qui est vivant. Alors, pour terminer, là maintenant, avec votre expérience, avec votre vision des choses, et on est en 2018, puis on risque qu'il y ait des personnes qui vont regarder les petits-enfants, les petits-enfants, etc., ces petites vidéos. Après votre décès, donc peut-être 10 ans ou 15 ans, quelles sont les visions ou qu'est-ce que vous, premièrement, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux petits arrière-petits-enfants qui suivent de votre expérience? C'est difficile parce que les temps sont différents, hein. Totalement différents. On n'est plus. Les perspectives d'avenir ne sont pas les mêmes. Pour la première fois, peut-être depuis longtemps, les enfants et petits-enfants risquent de n'avoir pas le même niveau de vie qu'on a pu avoir nous, dans une même famille. Alors, quel sera l'avenir de ce côté-là? Moi, je suis un petit peu inquiet, parce que c'est clair, je suis un petit peu inquiet pour eux. Hein, parce qu'évidemment, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance maintenant. Et je comprends que c'est difficile, qu'ils galèrent un petit peu, hein, qu'ils aient quelquefois mauvaise conscience en ayant le sentiment d'être privilégiés, hein, comme on a pu l'évoquer ces jours derniers. Hein. Cela dit, ça dépend un petit peu de la façon dont on leur a inculqué le sens du travail, je pense. C'est avant tout la valeur qui restera
dominante pour leur avenir.